Bienvenue à tous dans l'Embrouille, l'émission qui vous raconte les rivalités les plus sanglantes de l'histoire du noblard. On dit que les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui, et les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Il se trouve que cette phrase résume particulièrement bien l'histoire que nous allons vous raconter, celle de deux poids lourds de légende, un jour alliés dans l'adversité et le lendemain ennemis mortels. Quand on pense aux grandes rivalités sportives du XXe siècle, leurs noms viennent immédiatement à l'esprit. Dans le monde de la boxe, peu d'embrouilles ont eu un tel impact. Sportif, bien sûr, avec une série de combats devenus des classiques. Mais surtout médiatiques, car on a rarement vu de telles icônes se déchirer aussi violemment en public. Dans cette affaire, les attaques verbales ont sûrement été plus difficiles à encaisser que les coups portés sur le ring. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va vous parler de l'embrouille mythique entre deux légendes du noblard, The Greatest Muhammad Ali d'un côté, Smoking Joe Frazier de l'autre. Soyez sur vos gardes parce que ça va saigner. Vous êtes prêts? Let's go! I was nervous. It's a bad feeling. When you're in the dressing room and the man says, well, champ, you got 5 more minutes, you get up and you warm up, and then you looking at this monitor, you see all the people, you think about all the cities and all the world watching and how much it's involved in the investment you have going. If you lose, that's going to destroy you and everything you're planning and everything's involved, and the man's a good opponent. You walk into the ring, you hear all these people rooting and hollering, and then you see the cameras, the lights. I'm really frightened until the first 2 or 3 punches. Defeating a man at his own game is much more credibility. This is the day, man. You understand? You fighting Joe Frazier. I'm going to retire the heavyweight champion of the world. He's just a bad man. It's a real bad man. This is a young man versus an old man. You look old. Your king is here. I am a warrior. Fuck Oscar De La Hoya, I kicked his ass. Too much speed for him. Too fast. Too fast. Ali, Frazier, Frazier, Ali. Peut-être la plus grande rivalité de tous les temps. 3 combats, 3 batailles d'une intensité incroyable. En 1971 d'abord, lors du combat du siècle. En 1974 ensuite, pour le Super Fight 2. Et enfin, en 1975, à l'occasion du Thrilla in Mania. Ali est connu pour sa vitesse, son agilité, ses pas de danse diront certains. Frazier, lui, se caractérise par sa force brute, par son crochet gauche dévastateur. Le papillon contre la guêpe. La grâce contre la puissance. Le génie contre le travail acharné. Une opposition de style donc. Mais ne vous y trompez pas. Si leurs combats acharnés sont passés à la postérité, c'est avant tout pour leur rivalité en dehors des rings. Rivalité, le mot est un peu tendre pour qualifier la relation si spéciale qui unit ou plutôt désunit ces deux monuments du noblard. Parlons plutôt de haine profonde, viscérale même, d'un désir ardent de mettre un terme à l'existence de l'adversaire, de l'ennemi. Rien de noble dans tout ça. Cette embrouille est avant tout personnelle et fait appel aux plus bas instincts de l'âme humaine. Pour l'appréhender, il faut faire un grand saut dans le passé, à l'époque où Muhammad Ali était encore Cassius et Smoking Joe, tout simplement Billy Boy. Que dire qui n'a pas déjà été raconté sur le Louisville Leap, la lèvre de Louisville. Cassius Clay, de son nom de naissance, de son nom d'esclave, comme il le considérera plus tard. Cassius jouit d'une enfance heureuse dans le quartier noir de la ville. Au 3300 de Grand Avenue, sa famille ne roule pas sur l'or, mais il ne manque de rien, si ce n'est de l'amour d'un père parfois tyrannique. Intelligent, beau, sportif, sa mère le couvre d'amour. Comme l'immense majorité des Noirs aux États-Unis, Cassius souffre d'un racisme institutionnalisé. Il ne peut pas rentrer dans certaines boutiques, s'asseoir à l'avant du bus ou se désaltérer à la fontaine à eau. Une myriade de lois ségrégationnistes musellent son quotidien sans qu'il ne s'en rende compte réellement. Il vivait simplement avec. Les Noirs n'étaient pas égaux aux Blancs, mais on se faisait à cette situation. On restait entre nous. Les choses étaient ainsi, témoigne son frère Rahman. La légende raconte qu'il aurait commencé la boxe à 12 ans.
suite au vol de son vélo. Cassius s'initie au noblard dans l'espoir d'infliger une bonne rouste au coupable. I said, you never fight if you don't know how. I said, have you anybody ever taught you how to fight? And he said, no. And I said, well, you should come down here and learn how to fight first before you start picking fights. Surdoué, il devient très rapidement une star locale, au point de supplanter le colonel Sanders. Son style, peu orthodoxe, surprend. Sa belle et grande gueule attire les foules. The 1960 Olympics, American Cassius Clay takes on Polish boxer Ziggy Pietrzakowski for the Olympic Light Heavyweight Boxing Championship. Champion olympique à Rome en 1960, il remporte son premier combat pro la même année, à seulement 18 ans. Sur le ring, il impressionne. En 1964, il devient champion du monde des poids lourds au détriment du favori Sonny Liston. Dès lors, Cassius s'autoproclame The King of the World. Déjà à l'époque, le maniement des mots est son arme la plus redoutable. Ironique pour un boxeur. When they do interviews with me, they're not the interviews that you do with boxers. Boxers usually don't talk. And all they can tell you is he ran 5 miles yesterday, or good left jab, I'm not that type of Negro, black man, you understand? Yeah. See, the questions they asked me on interviews and in colleges is the same thing or more complicated than you would ask the Queen of England or President Nixon or some senator politician. Il s'en sert en dehors du ring, notamment pour défendre ses engagements politiques naissants. Icône incontournable pour les Afro-Américains, il est noir, beau et n'a pas peur de le clamer haut et fort. He holds his hands too low. Well, I'm still pretty. The bear couldn't hurt me. The bear couldn't even get a good lick. I'm so pretty. Oh, I'm so great. Oh, I'm so pretty. I shook up the world. Now I'm through talking. Come on now. I'm through talking. Now you write the results. Après s'être converti en rejoignant la Nation of Islam, il prend le nom de Mohamed Ali. Comblé de louanges, l'admirable en arabe. Cassius Clay est mort. The Greatest, lui, poursuit son chemin. Ceux qui osent continuer à l'appeler par son ancien prénom s'attirent les foudres du champion. I have today ordered to Vietnam the Air Mobile Division and certain other forces which will raise our fighting strength from 75,000 to 125,000 men almost immediately. Additional forces will be needed later and they will be sent as requested. En 1967, ses prises de position et surtout son refus de répondre à la conscription pour servir au Vietnam marquent un arrêt dans sa carrière de boxeur. On lui retire ses titres, bafoue son honneur, et on lui interdit même de pratiquer la boxe. Ses comptes sont à sec. Seuls quelques généreux donateurs permettent d'entretenir l'illusion d'opulence d'une gloire désormais passée. Autrefois adulé, le disciple d'Elijah Muhammad devient l'ennemi public numéro 1, le traître à la patrie. Malgré ça, Ali ne fléchit pas. Patiemment, il attend son heure. Une occasion pour reconquérir sa ceinture, celle qu'on lui a dérobée, celle logée autour des hanches d'un certain Smoking Joe. Joseph William Frazier naît en 1944 à Beaufort, en Caroline du Sud, à quelques encablures à peine de Charleston. Charleston, c'est le fief confédéré par excellence, mais aussi et surtout le principal port négrier en Amérique du Nord. L'enfer sur terre. Pendant plus d'un siècle, le commerce triangulaire permet à la région de prospérer, au prix de millions de vies sacrifiées. L'abolition de l'esclavage en 1865 ruine l'économie locale. Les Blancs sont pauvres, les Noirs encore plus. En théorie, en 1944, la servitude n'est plus qu'un lointain souvenir. Dans les faits, l'esclavagisme est encore bien présent, mais sous une autre forme, une forme plus capitaliste. Les Blancs possèdent la terre et les moyens de production, pendant que les Noirs la cultivent pour un salaire de misère. Cette réalité, c'est celle de Joe Frazier, 12e enfant d'une très modeste famille de métayers. Tout petit, il travaille dans les champs pour aider ses parents.
son père, Rubin, profite des installations de son bailleur pour distiller de la liqueur de maïs. Une pratique illégale, mais indispensable pour arrondir les fins de mois. Grâce à ça, les Frazier parviennent à économiser assez pour s'acheter une télévision. Télé autour de laquelle les hommes des alentours prennent l'habitude de se retrouver. C'est derrière ce petit écran, à travers les exploits de Sugar Ray Robinson et Rocky Marciano, que celui que l'on surnomme affectueusement Billy Boy découvre la boxe. Un soir, son oncle Israël remarque sa carrure trapue et ses larges épaules. Ce garçon sera un autre Joe Louis. Flatté, Joseph le prend au mot, aiguisant son punch à l'instar de son illustre aîné. Pour ce faire, il pend un sac de maïs à la branche d'un chêne, s'enroule les mains d'une vieille cravate et frappe de toutes ses forces. Cet entraînement improvisé porte ses fruits. Joe devient le Malabar de la cour de récréation, celui qu'il ne faut surtout pas embêter. Certains de ses camarades lui proposent même leur goûter en échange de ses services de garde du corps. À 15 ans, le racisme le contraint à fuir Beaufort. Joe ne peut plus se taire face aux crimes ignobles dont sa communauté est victime. Dans cette partie rurale des États-Unis, battre un noir est rarement puni par la loi. L'exil est la seule solution pour sauver sa peau. Il part d'abord travailler à New York, où vit son frère, avant de s'installer seul à Philadelphie. Une ville dure, violente, d'une extrême précarité, rongée par la drogue et où la criminalité règne. Mais Joe se sent mieux au milieu des siens. De toute façon, il n'est pas le genre d'homme à qui on cherche des ennuis. Philly devient sa ville d'adoption, celle à laquelle il restera fidèle pour le reste de son existence. Là-bas, pour la première fois, il pousse la porte d'un vrai gymnase dans le quartier du Badland, les bas-fonds en français. Garçon de boucherie, Joseph s'entraîne sur les carcasses d'animaux. Il n'est d'ailleurs pas rare de le croiser en plein footing sur les marches du musée d'art. Quoi ? Ça vous rappelle quelque chose ? Le travail paye. Peu avant 1964, Joe se qualifie pour les JO de Tokyo, une Olympiade après le jeune Cassius Clay. En terre nippone, Frazier, lui aussi, décroche l'or olympique. Son triomphe le conforte dans son choix, celui de se tourner définitivement vers la boxe. Choix risqué. À cette époque, il vit encore dans une grande précarité. Bien que champion olympique, il n'a même pas les moyens d'offrir des cadeaux de Noël à ses enfants. Heureusement, cette situation ubuesque ne dure pas. L'ascension du puncher est fulgurante. Il devient presque instantanément la coqueluche de la boxe. Les victoires s'enchaînent, les KO également. Finalement, le 16 février 1970, au Madison Square Garden de New York, Smoking Joe démolit Jimmy Ellis pour le gain des ceintures WBA et WBC. As you can see, just seconds left. Frazier again with the left. Ellis standing there. Oh, a tremendous left hook, and he cannot be saved by the bell. He cannot be saved by the bell. Le voilà champion du monde, du moins en théorie. C'est à peu près à ce moment de l'histoire que le chemin de nos deux protagonistes se croise, lors de la suspension d'Ali, pour être précis. Le rapprochement des deux champions s'opère dès 1968. C'est lui qui a fait la démarche, raconte Frazier. Il venait me voir à la salle, on s'appelait. Un jour, je l'ai conduit de Philadelphie à New York dans ma voiture. Juste lui et moi. On se marrait, on s'amusait, et on parlait du combat qu'on voulait organiser. On était amis, on s'entendait bien. Alors qu'une bonne partie de l'Amérique a tourné le dos à Ali, Frazier, lui, le soutient bec et ongle. Marié et père de 2 enfants, il n'est pas concerné par la conscription pour combattre au Vietnam. Cela ne l'empêche pas de se montrer solidaire. Par respect pour le People's Champ, il refuse de participer au tournoi pour couronner son successeur. Joe plaide la cause du Greatest auprès des administrations. Il va même jusqu'à rencontrer le président Nixon en personne pour qu'Ali récupère sa licence. Le champion a donné plusieurs versions différentes de cette rencontre au sommet, mais la plus savoureuse est celle qu'il confie au Guardian. J'ai obtenu un rendez-vous avec Nixon, ce qui n'était pas trop dur après être devenu champion du monde des lourds. Je suis allé à la Maison Blanche. Nous nous sommes promenés dans les jardins avec sa femme et sa fille. Je lui ai dit « Redonnez sa licence à Ali. Je veux le battre pour vous. » Il m'a répondu « C'est sûr que j'adorerais ça. »
Il faut comprendre que l'obstination de Frazier n'est pas uniquement désintéressée. Pour beaucoup, The Greatest reste encore et toujours le champion légitime, l'homme à vaincre. Frazier, lui, est surnommé le champion de rien. Il ne pourra réellement se dire champion qu'une fois Ali au tapis. Why is this group picketing here tonight? Because they recognize the fraud which the white power structure, the white vultures as I've called them of the boxing world, is trying to perpetrate. Muhammad Ali has not lost his title. I consider myself the heavyweight champion of the world until the champ get back in action again. And when you say the champ gets back in action again, I assume you're talking about Muhammad Ali. That's right, I would like to face him. And how do you think that would come out? Well, I think I'll take it. Dans cette histoire, il n'est pas le seul à avoir quelque chose à gagner. Les deux hommes ont besoin l'un de l'autre. Joseph pour sa légitimité, Muhammad pour se refaire un nom, renouer avec la gloire. Depuis son refus d'être mobilisé, Ali est sur la pente descendante. Ses économies s'épuisent. Pire, il s'est fait voler la vedette par une sorte de paysan nettement moins bon que lui. Ali, jaloux ? Non. Pourquoi être jaloux quand dans ses propres dires, on est le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, the greatest quoi. Un jour, Ali monte dans la voiture de Frazier. Ce dernier, connaissant les problèmes d'argent de Louisville Lip, a pris l'habitude de lui glisser une liasse de billets dans la poche. Comme ça, sans rien demander en retour. Grand seigneur, ce Smoking Joe. Au moment de sortir de la limousine, plutôt que de le remercier, Ali le provoque en duel devant les passants et les caméras. Rien de bien méchant, un bon moyen d'hyper un combat déjà dans toutes les têtes. Du Mohamed Ali dans le texte. Cependant, le face-à-face ne peut pas toujours avoir lieu. Une folle rumeur circule selon laquelle ils envisageraient de louer un Boeing 747 pour organiser un combat télévisé depuis les airs, retransmis en direct partout à travers le globe. Malheureusement, cette idée pour le moins ambitieuse n'a jamais vu le jour. En 1970, un vent de changement souffle sur les États-Unis. L'opinion publique se retourne contre la guerre du Vietnam. Les Américains ont soif de justice sociale, d'égalité entre Blancs et Afro-Américains. Ce climat presque révolutionnaire favorise Ali que beaucoup de jeunes idolâtrent. La Cour suprême finit par invalider la décision de lui retirer sa licence. Le People's Champ est de retour. Comme un symbole, pour son premier combat officiel, il fait face à Jerry Query, le grand espoir blanc de l'époque. Inutile de vous préciser qui a gagné. Muhammad Ali or Cassius Clay, whichever you want it. He is still plenty fast and his left jab is still a dynamite punch. À partir de ce moment, un trash talking intensif va se mettre en place, du côté d'Ali surtout, presque exclusivement même. Frazier ne se laisse pas décontenancer. Ali sent que Frazier n'a pas peur de lui. Au fond de lui, il le redoute même. Dans sa carrière, Muhammad a affronté bien des boxeurs, mais aucun n'était de la trempe de Smoking Joe. Il faut dire que son fameux crochet du gauche, sobrement baptisé le coup céleste par certains journalistes, a de quoi glacer le sang. Mais devant les caméras, The Greatest continue d'assurer le show. Cette fois, Ali se montre un peu plus virulent qu'à l'accoutumée. Il n'attaque pas seulement Smoking Joe le boxeur, mais également Joseph Frazier, l'homme. Le même qui lui est venu en aide, celui qui était censé être son ami. Moche, bête. Des insultes dignes d'une cour de maternelle qui n'en demeurent pas moins très personnelles et passent mal du côté de Frazier. À noter qu'il avait usé de la même stratégie face à Sonny Liston. Bien sûr, le public, lui, en redemande. Dans l'optique de se préparer pour le combat tant attendu, Ali prend la température du Madison Square Garden en décembre 70 et met KO l'Argentin Oscar Bonavena. À la fin du match, l'ex-champion du monde n'a pas le temps de sortir du ring qu'il reçoit un coup de fil, disons, inattendu. Joe Frazier's on the telephone. What's he saying, Muhammad? Pablo Cosell is agitating as usual. I think you'd improve yourself as a professional fighter. I'd improve myself, so
I'll get him a couple of days rest, and since we can't get along, we just gonna have to get it on. L'affrontement approche. Lors des conférences de presse, Ali attaque frontalement Frazier, mais ce dernier est sûr de ses forces. Imperturbable, il veut rester concentré sur le combat. This is the day, man. You understand? You're not fighting Glory. You're not fighting Oscar Bonavena. You're not fighting Sonny Liston. You fighting Joe Frazier. Everybody knows that's not the point. That's the point. Joe, what's your prediction? My predict the fight wouldn't go the distance. I'll stop it. Stop me, you. Joe n'a pas le côté showman de son challenger. Il est moins cultivé, pas aussi à l'aise en public et manque de charisme. C'est un cogneur, un vrai. Il préfère faire fuser les droites que les belles paroles. À l'approche du combat, le Louisville Leap est de plus en plus nerveux. Ça se sent. Les pics au départ, bon enfant, il faut bien promouvoir l'événement, virent à l'insulte. Le point de non-retour est dépassé quand à la télévision, il qualifie son futur adversaire d'Oncle Tom. Pour vous, cela ne veut peut-être rien dire, mais pour un Afro-Américain, c'est la pire insulte qui soit. Dans le langage courant au sein de la communauté, elle désigne un noir sciemment vendu aux blancs. En d'autres mots, un traître. D'abord méliorative, l'expression prend son origine d'un livre publié au milieu du 19e siècle, La case de l'Oncle Tom. L'Oncle Tom, le personnage éponyme, est un esclave très pieux, possédant patience et noblesse d'âme. À sa sortie, le roman est un succès populaire immédiat et contribue à éveiller les consciences contre l'esclavage. L'impact du roman est tel que lorsqu'Abraham Lincoln rencontre son autrice Harriet Stowe au début de la guerre de sécession, il s'exclame « C'est donc cette petite dame qui est responsable de cette grande guerre ». Le roman n'en demeure pas moins très ethnocentrique et véhicule de nombreux préjugés raciaux. Les Afro-Américains critiquant notamment la passivité et complaisance de l'Oncle Tom vis-à-vis de l'oppresseur blanc. Mais revenons à notre histoire. Ce n'est pas la première fois qu'Ali utilise cette expression. En 67, Ernie Terrell en avait déjà pris pour son grade. À travers cette insulte, Ali politise la rencontre. En 1965, Floyd Patterson avait fait de même en faisant de son combat contre The Greatest une croisade contre l'islam. Ali n'était pas rentré dans son jeu. Cette fois, c'est différent. C'est à son tour d'exacerber l'antagonisme déjà très fort entre deux Amériques qui semblent alors irréconciliables. À gauche, le héros, Ali, champion du peuple, anti-Vietnam, défenseur des droits civiques et de la cause des Afro-Américains, soutenu par les minorités, les jeunes et les progressistes. Et à droite, le méchant, Frazier, champion de l'establishment, financé par un groupe d'investisseurs blancs, Cloverleaf, dont aucun des 14 dirigeants n'est issu d'une minorité, soutenu par l'Amérique blanche et conservatrice, les fameux WASP, blancs anglo-saxons et protestants. Ces derniers ne sont pas pour Frazier parce qu'ils apprécient le boxeur, mais seulement pour faire taire Ali. L'ex-champion du monde en rajoute une couche en déclarant que tous les Noirs qui soutiennent son adversaire sont des traîtres. Mais en réalité, ce discours est complètement inaudible. En Caroline du Sud, Frazier a côtoyé le racisme dans ses formes les plus ignobles. C'est un self-made man qui s'est construit à la sueur de son front. L'exemple du rêve américain. Plus qu'Ali, qui n'a jamais eu à travailler, Frazier vient du peuple. Même la presse semble avoir choisi son camp et multiplie les titres sensationnalistes. Joe Frazier est-il un champion blanc à la peau noire? Drôle d'éthique journalistique. Le problème, c'est que le peuple a trouvé son champion et ce n'est pas Joe. Piètre orateur, Frazier n'arrange rien et dessert un peu plus sa propre cause. Pour se venger, Smoking Joe désigne son adversaire par son ancien nom. What do you call Muhammad? Did you? I call him Clay. You call him Clay? Yeah. He called me Tom, called me the white man's champ. So therefore I said, hey Cassius. I'm gonna beat your butt until you call me I got one I know that would make him mad. I got one. Grosse maladresse. En plus d'afficher un manque de respect évident envers la foi musulmane d'Ali, il donne raison à ses détracteurs. The Greatest n'en demandait pas tant. Pour lui, il s'agit d'une preuve équivoque. Frazier est bel et bien du côté des Blancs. Le pire dans tout ça, Ali qui accuse Frazier d'être dans le camp des oppresseurs racistes
est lui-même soutenu par une organisation sulfureuse et prônant la ségrégation, la Nation of Islam. Écoutez par exemple ce que disait un certain Malcolm X lorsqu'il était l'un des responsables du mouvement. And when that plane crashed in France with 130 white people on it, and we learned that 120 of them were from the state of Georgia, the state that my own grandfather was a slave in, why, to me, it couldn't have been anything but an act of God, a blessing from God, and I frankly and sincerely pray for similar blessings from Him to repeat themselves as often as He can spare. Ce même Malcolm X, conscient des dérives sectaires du mouvement, le quittera quelques années plus tard pour prêcher un islam de paix et d'amour. Figure du mouvement des droits civiques à l'instar d'un Martin Luther King, il est assassiné en 1965. Des enquêtes récentes ne laissent aucun doute sur l'identité du commanditaire. Elijah Muhammad, grand dirigeant de la Nation of Islam et Dieu autoproclamé. L'homme à qui Mohamed Ali a prêté allégeance lors de sa conversion. Le boxeur ne s'en cache pas. En 1975, il se vante même d'avoir participé à des réunions secrètes avec le Ku Klux Klan. Le KKK et la Nation of Islam ont beau avoir des idéologies différentes, leur objectif est le même. Un monde dans lequel noir et blanc vivent définitivement séparés. On the way out, a funny thing happened. One of them says, "We got the nigger, string him up." And I looked and I jumped. And one of them came out with a rope. He said, "We're just joking, child." And they let me go. Quoi qu'il en soit, quelles étaient les intentions d'Ali derrière toutes ces provocations? On ne le saura jamais. Était-il sous l'influence de la Nation of Islam? Probablement un peu. S'est-il retrouvé prisonnier de l'histoire qu'il avait lui-même inventée? Sans aucun doute. Peut-on parler de délire mégalomaniaque? Carrément. Après tout, Mohamed Ali est le scénariste de son propre spectacle. Il distribue les rôles et s'est attribué celui du héros. La scène est médiatique. Frazier, lui, ne peut qu'assister incrédule au déroulement d'une histoire sur laquelle il n'a aucune emprise et dont l'issue fantasmée le voit mordre la poussière. Dans son autobiographie parue en 1996, il dira qu'il s'agissait d'une technique cynique pour l'isoler de son propre peuple. Il pensait que cela m'affaiblirait sur le ring. Il a eu tort. Cela m'a seulement éclairé sur le pauvre fils de pute qu'il était. Bonjour l'ambiance. Frazier est profondément blessé par la campagne de sape de son adversaire. Sa vie devient un enfer. Régulièrement menacé de mort, son domicile est mis sous protection policière. Ses enfants sont quotidiennement harcelés à l'école, voire même battus par leurs camarades. Smoking Joe n'attend qu'une chose, ce fameux combat, pour casser la gueule du responsable de tous ces malheurs. À vrai dire, toute l'Amérique, pour ne pas dire le monde entier, attend le dénouement de cette incroyable rivalité. Le combat anime toutes les conversations. On le retrouve partout, jusque dans les pubs pour shampoing. Oh yeah? When I'm through with you, Joe Frazier, you're gonna be so messed up, Vitalis won't even help. How about that? Hey, look at, hey, Clay. Hey, Clay. This ringside seat has been brought to you by Vitalis. On lui a déjà trouvé un nom, le combat du siècle. Rien que ça. Il faut dire qu'il dépasse largement le carré du ring. Chaque boxeur doit recevoir 2,5 millions de dollars, un montant astronomique pour l'époque. Le jour J, pendant les essais techniques, Ali est déjà dans son jardin et ne s'arrête pas de parler. Sûr de lui, il lance une ultime provocation. Joe Frazier with me, I'm gonna get on my knees and crawl across the ring, look up at him and say, "You are the greatest, you are the champion of the whole world." Frazier, lui, affiche une confiance déroutante. As battles of the century go, this one is different. First, because both Ali and Frazier are champions and undefeated. Second, because no fight has ever had as heavy a show business side as this one, or depended as heavily on the art of electronics. Don't miss the last chapter, the heavyweight championship of the world, Monday night. Wow! Come on, groove along. That's it, baby. I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real soon. Le soir du combat, le Madison Square Garden est plein à craquer. Les plus grandes personnalités de l'époque se sont donné rendez-vous. Aretha Franklin, Woody Allen ou encore Frank Sinatra, photographes d'un soir pour le magazine Life.
l'excitation engendrée par le face-à-face dépasse l'entendement. On estime à 300 millions le nombre de personnes rivées devant leur poste de télévision. Nous sommes le 8 mars 1971 et le combat du siècle va enfin débuter. La présentation des athlètes résonne dans le Garden. L'embrouille la plus historique de la boxe arrive enfin sur le ring. Muhammad Ali in the red trunks, Joe Frazier in the green trunks. They appear very light. A packed house at Madison Square Garden. Muhammad Ali opening up fast. He may try to blitz him here in round one. Frazier is more vulnerable in the first round, and Muhammad Ali knows that. That is one of the most exciting first rounds I think we've seen in a long time. The Greatest remporte avec maîtrise les 2 premiers rounds. Mais Frazier inverse rapidement la tendance. Il est plus à l'aise, plus souriant, plus provocateur. Alors qu'Ali le provoque depuis des mois, Smoking Joe choisit le meilleur moment pour répliquer. Après 8 reprises, Frazier est devant. Puis, Ali revient à hauteur. Sportivement, c'est un combat d'anthologie. Au 11e round, le People's Champs est dans les cordes, au plus mal. Ses jambes ne sont plus celles de sa prime jeunesse. Normal, après 3 longues années loin du ring. Frazier a pris l'ascendant. Il en profite pour faire parler la poudre et son légendaire crochet du gauche. Muhammad Ali slipped down that time. That one hurt, so did that. Muhammad Ali staggered. Muhammad Ali was dropped. He's holding on desperately. En fin de 11e round, des crochets de Frazier éprouvent Ali qui est au bord du knockdown. Frazier le poursuit d'un coin à l'autre du ring, sous les acclamations d'un public en délire. Pour la première fois, Ali l'invincible est tout proche de la défaite. Mais il termine le round debout. The round is over. The round is over. What a round. Muhammad Ali was really out that time. Au 15e round, les 2 colosses sont épuisés. Mené au point, Ali doit mettre Frazier KO. Mais c'est pourtant Joe qui surprend Ali d'un crochet du gauche qui restera dans l'histoire de la boxe. Time is important here. Ali chute, mais se relève à 4. La joue droite terriblement enflée. S'ensuivent quelques accrochages avec son adversaire qui lui permettent de tenir debout jusqu'au terme du combat. La cloche retentit. Il n'y aura pas de chaos. Les juges donnent Joe Frazier grand gagnant. Il conserve son titre de champion du monde. Pour la première fois de sa carrière, Ali est défait. Il quitte le ring sans tenir parole. Il ne se met pas à genoux devant son rival. Frazier se sert du micro pour exiger des excuses. Mais le principal intéressé ne se présente pas en conférence de presse. Vous doutez bien qu'Ali n'allait pas s'avouer vaincu si facilement. Pour lui, la tricherie ne fait aucun doute. Sa prétendue défaite, il ne la doit qu'à une décision d'homme blanc. Regardez les images, vous verrez qu'il est le véritable vainqueur. Histoire d'en rajouter une couche, il poursuit sa stratégie de victimisation en expliquant qu'il est victime d'un complot, parce qu'il est musulman. Ah, la bonne vieille recette complotiste. Déjà à l'époque, on pouvait s'en servir pour justifier une défaite gênante. Comme quoi Donald Trump n'a rien inventé. Suite à l'intensité du combat, les 2 combattants font un séjour à l'hôpital. Cela semble plus grave pour Frazier. Lorsque la rumeur de sa mort arrive aux oreilles d'Ali, ce dernier répond « Si c'est vrai, je promets de ne plus jamais me battre sur un ring. » Pour la première fois depuis longtemps, il témoigne ainsi du respect envers son adversaire. Frazier sort de l'hôpital sain et sauf une semaine plus tard. Le combat du siècle a pris fin et les 2 hommes sont loin d'en avoir terminé. L'ancien challenger
continue régulièrement de se moquer du champion. Au fond de lui, l'ex-champion du monde est fou de rage. Il ne pourra pas terminer sa carrière invaincu comme son idole Rocky Marciano. Impossible de pardonner un tel affront. Frazier accepte un rematch, mais pas tout de suite. Dans l'immédiat, il a d'autres chats à fouetter et une ceinture à défendre. Frazier took a terrible beating, which still lets me know how good I am, even after the layoff. So my confidence is really stronger than that before the fight, because I figured he would be tougher than he was. I figured probably, man, it'd be rougher than that. He was easy to hit and everything. Next time it won't be no match. Next time it won't be no show. I'll be on my toes. I'll be moving more. I won't play 3 rounds. I'll keep my guard up. I'll be more serious. Next time I know him now. Next time it'll be an easy fight. La revanche a lieu 3 ans plus tard, en janvier 1974. L'engouement n'est plus le même. Frazier a perdu son titre 1 an plus tôt face à George Foreman. Une brute épaisse, un puncher redoutable. Bonne chance à celui qui tentera de lui prendre la ceinture. Depuis, Smoking Joe combat moins régulièrement et manque de rythme. En tout cas, sur le ring. Il préfère largement se consacrer à la musique et son groupe au nom évocateur, les Knockouts. Vous pensez bien qu'un trash talker comme Mohamed n'allait pas laisser passer une si belle occasion. Who told him he could sing? He has no rhythm, no footwork, no class. He cannot talk. He got him a big band. He started traveling the world, thinking that he's going to sell them all out. They said Joe Frazier appears at this place in England. Arena held 10,000. 37 people showed up. Après tout, l'enjeu principal de ce combat, c'est bien sa revanche. Il veut le faire savoir. Pour lui, il n'y a aucune chance qu'il s'incline une nouvelle fois. The Greatest continue d'aller plus loin dans les attaques personnelles. Beaucoup trop loin. Le voilà maintenant qui utilise ouvertement une rhétorique raciste. Il compare son rival à un gorille stupide, à un animal. Infantilisation et bestialisation de l'autre, un discours très proche de celui des colons. Alors que des caméras se rendent dans sa maison à Deer Lake, Ali organise un spectacle répugnant. Take your time, Gorilla. Are you ready? This isn't a little corny. Are you ready? This gets me ready for Joe Frazier. He resembles Joe Frazier. Deux semaines avant le moment fatidique, les deux hommes sont à 2 doigts d'en venir au mort. Une dizaine de jours plus tard, ils sont invités sur ABC pour commenter leur premier combat. Cette fois, impossible de se retenir. Sit down, Joe. Sit down quick. The brothers are here. Sit down quick, Joe. Pour Ali, ce n'est peut-être que du cinéma, mais pour Frazier, il ne fait aucun doute qu'il veut en finir une bonne fois pour toutes. Hello again, everyone. I'm Howard Cosell, coming to you from Madison Square Garden in New York City. And you know why. The night of the rematch. It's not for the championship anymore. The two fighters are older. Ali is 32, Frazier is 30. But the magic seems to be here all over again. Le Super Fight 2, comme il est surnommé, a lieu le 28 janvier 1974. Même participant, même lieu. Le Madison Square Garden à Manhattan. Pour tout dire, le deuxième combat est considéré comme le moins intéressant du triptyque. Il s'agit juste d'un championnat nord-américain. Ali refuse l'affrontement direct et domine méticuleusement le combat, sans oublier de gruger de temps en temps. Attraper la nuque de son adversaire, ce n'est pas très réglementaire, Monsieur Ali. Une nouvelle fois, aucun des deux ne parvient à mettre l'autre KO.
It went the distance. The winner by unanimous decision is Muhammad Ali. Muhammad Ali. Assez logiquement, Ali est déclaré vainqueur au point. Presque dans l'indifférence générale au vu de la physionomie du combat, lui-même éclipsé par le championnat du monde Norton Foreman prévu en mars. Ali a eu sa revanche, mais n'en ressort pas spécialement grandi. Le troisième et ultime acte de cette rivalité a lieu un peu plus de 2 ans plus tard. Sur le papier, jamais la différence de niveau entre les deux boxeurs n'a eu l'air aussi grande. The Greatest a retrouvé de sa superbe et connaît un deuxième âge d'or. Presque 1 an auparavant, il redevient champion du monde en terrassant George Foreman dans la jungle zaïroise. Sûrement l'un des plus grands exploits de l'histoire du noble art. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he worked over the shoulder of Foreman. Au contraire, Smoking Joe est en bout de course, tout proche de la retraite. Les 2 seules choses qui motivent les rivaux à remettre le couvert sont évidentes. L'argent, bien sûr, mais surtout la haine. Le rendez-vous est donné à Manille, aux Philippines. Au pouvoir depuis une décennie, le président Ferdinand Marcos voit dans ce combat l'opportunité de s'offrir un beau coup de pub sur la scène internationale. Et ne nous le cachons pas, de détourner les regards de la révolte populaire qui ébranle son régime. Ah, les dictateurs et la boxe, une belle histoire d'amour. Arrivé en rockstar, Ali aborde son séjour philippin comme un voyage d'affaires très bien rémunéré. Largement plus que son adversaire en tout cas. L'occasion de passer du bon temps loin de sa femme avec sa maîtresse. Normalement, c'est du tout cuit. Il ne craint plus Frazier. Sur le circuit, plus grand monde ne le redoute d'ailleurs. L'atterrissage de Smoking Joe 1 heure après celui du champion du monde se fait dans l'anonymat. Tant mieux, pense-t-il. Cela lui laissera plus de temps pour se préparer au combat, pendant que son adversaire sera trop occupé à serrer des mains. Pensez-vous, Ali n'allait pas le laisser tranquille pour autant. Il débarque dès le premier entraînement de son challenger pour le provoquer publiquement. C'est le début d'un harcèlement d'une violence inouïe. Quasi quotidiennement, Ali traque Frazier à travers la ville. Il ne veut pas juste le battre, il souhaite l'humilier. Pour ça, il ressort sa vieille rengaine du gorille. Plus le temps passe, plus ces déclarations se font nauséabondes. Un racisme presque assumé. Il pousse le vice jusqu'à organiser des représentations où il tabasse un gorille en peluche, parodiant ainsi son adversaire. Une mise en scène macabre qui ne manque pas de choquer le public philippin. La tension entre les deux boxeurs atteint son paroxysme quand le champion menace son rival arme à la main. Équipé de ce qui s'avérera être un pistolet d'alarme, il tire à 3 reprises en direction de Frazier, perché au balcon de sa chambre d'hôtel. Une folie sans nom. Étrangement, aucun des journalistes présents en nombre à Manille n'est présent pour capter l'altercation. Mais une chose est sûre, Ali va trop loin. Beaucoup trop loin. Blessé dans son orgueil, Frazier se fond dans le mutisme. Avec pour intention de ne pas se laisser déconcentrer, il parvient à s'isoler en dehors de la capitale. La rage au ventre, il n'a plus qu'un seul objectif. Faire payer Ali, quoi qu'il en coûte. Un membre de son équipe dira plus tard. With all the residue of anger that Joe had from what happened before the first fight, what had happened before and during the second fight and after these fights, Joe was ready to lay his life on the line. And he did. Le jour J, le challenger adresse une ultime prière avant d'effectuer son entrée. Seigneur, donne-moi la force, le pouvoir
et la technique de tuer cet enfoiré. Pas sûr que Jésus ait apprécié. Welcome to the thriller in Manila, Ali versus Frazier, for the most coveted sports award in the annals of mankind. Nous sommes le 1er octobre 1975 à 10h du matin dans la chaleur étouffante de l'Araneta Coliseum. L'embrouille la plus célèbre de l'histoire de la boxe va connaître son dénouement. Le public philippin a choisi son camp, celui de Frazier. Pour son comportement antisportif et indigne du grand champion qu'il est, Ali est conspué. Premier rebondissement, alors que l'affrontement n'a même pas encore débuté. La question du choix des juges est assez épineuse, les décisions arbitrales des premiers combats ayant été fortement contestées. C'est finiment Carlos Padilla, une star de cinéma local, qui de surcroît ne parle pas un mot anglais, qui est désigné. À la surprise générale, un scénario rocambolesque au possible. It's 15 rounds and here is round 1. Le combat commence. Grâce à son jeu de jambes légendaire, le champion parvient à tenir son challenger à distance lors des premiers rounds. Infatigable trash talker, toujours aussi arrogant, il en profite pour l'invectiver au passage. Au 3e round, Ali décide d'aller volontairement dans les cordes, le fameux rope-a-dope, destiné à user physiquement un adversaire déjà considéré comme moins endurant. Cette stratégie ne s'avère pas être une immense réussite. Même s'il subit, Frazier parvient enfin à toucher. Peu à peu, la physionomie du combat s'inverse. D'abord en maîtrise, The Greatest se met à subir dans les cordes. Dans la 6e reprise, Frazier lui décroche plusieurs gauches violentes au visage. Personne ne s'attendait à un tel répondant, si ce n'est Frazier lui-même. Le combat est intense, suffocant, d'une violence inouïe. Smoking Joe laisse parler sa rage sur le corps de celui qu'il considérait autrefois comme son ami. Il vise les organes vitaux, le cœur, le foie, et frappe de toutes ses forces. Le multiple champion du monde chancelle, mais ne tombe pas. Well, Flip Wilson, I think it's turned into a pretty even fight after a one-sided beginning. De son côté, il s'acharne sur l'œil droit de Joe. Son seul œil valide, mais ça, seul le boxeur et son staff le savent. À la fin du 9e round, Ali est exténué. Comment peut-il être dans une si mauvaise situation ? Dans son coin, il confie à son entraîneur que c'est la première fois qu'il a le sentiment de passer aussi près de la mort. De l'autre côté du ring, la vision obstruée, Frazier est quasiment aveugle. À partir de là, ce qui était au départ une rencontre sportive se transforme en combat à mort. Une véritable boucherie. À cause de son angle mort, Joe ne voit plus venir les coups et encaisse les chocs à bout portant. Les mêmes coups qui, à Kinshasa, avaient envoyé l'invincible George Foreman au tapis. Héroïque, presque fou, dans une salle où le thermomètre dépasse 40 degrés, Frazier ne rompt pas et continue de répliquer quand il en a l'occasion. Asphyxié, Ali n'est pas en reste. Son foie est sérieusement endommagé. Le simple fait de tenir debout lui demande un effort titanesque. Au milieu du 13e round, il décroche une droite foudroyante qui envoie valdinguer le protège-dents de son adversaire. Assez puissante pour tuer n'importe quel homme sur cette planète, sauf un, Joe Frazier, qui préfère mourir debout plutôt que de lui laisser les derniers mots. Un malaise s'empare de la salle. Ce spectacle insoutenable n'a plus rien de noble, ni d'art d'ailleurs. Il s'agit d'une bagarre de chiffonnier. Qui, au nom du bon sens, va bien pouvoir mettre un terme au combat ? Getting a little smelling salts there, Ken. We're waiting for round 14. I would think that Ali has regained the command of the fight. That's very true. Ali seems to coast until he sees an opening.
He has opened for a big rapid turn. À la fin du 14e round, même le grand Mohamed Ali n'en peut plus. Il s'écroule dans son coin et demande à son staff qu'on lui coupe ses gants. Au diable l'ego ou les titres. Contrairement à Frazier, il refuse de mourir aussi bêtement à l'autre bout du monde. De l'autre côté du ring, on ne remarque pas que le champion est sur le point d'abandonner. Eddie Futch, le coach de Frazier, a déjà vu mourir sous ses yeux plusieurs de ses boxeurs. Leurs images le hantent. Son poulain est aveugle, complètement sonné. Seul son implacable désir de vengeance le pousse à continuer. Il ne veut pas revivre la même scène encore une fois. Il ne peut pas. Futch jette l'éponge, malgré les contestations de Frazier. C'est fini. Personne n'oubliera ce que tu as fait aujourd'hui. The doctor comes up and looks at Frazier. I think it's going to be over. It's all over. Au terme de ce qui deviendra immédiatement le Thriller in Manila, Mohamed Ali est déclaré vainqueur. Mais peut-on réellement parler de victoire ? Il s'effondre d'épuisement. Un 15e et dernier round se serait sûrement avéré fatal. And I think he needs a little air because this has to have been one of the most bruising heavyweight championships of all time. Après le combat, l'attitude d'Ali envers Frazier change du tout au tout. Après l'avoir humilié à maintes reprises, il le reconnaît enfin en tant que boxeur, en tant qu'homme, comme son plus grand rival. He's greater than I thought he was. He's great when I say great. His style is a style that only he can be successful with. I think he fought a good fight. It was close during the last round. It was close. Couldn't have went either way, I heard. And it was my rally that pulled it out. And the constant pounding that finally took effect. But he is great. The Greatest ne mâche pas ses mots. Et pour une fois, ce n'est pas lui qu'il couvre de louanges, mais son adversaire. Par sa pugnacité et sa volonté sans faille, Smoking Joe a gagné son respect. Et après avoir frôlé la mort de si près, le champion du monde envisage de raccrocher les gants. Dans les coulisses de l'Araneta Coliseum, il effectue son mea culpa, conscient d'avoir trop souvent dépassé les bornes dans cette embrouille. Il part à la rencontre de Marvis, le fils de Joe, pour demander pardon pour tout le mal qu'il a pu faire à sa famille. Noble geste, mais Smoking Joe ne veut rien entendre de la bouche d'un autre. So I told Pop, and then Pop said, hey son, why didn't he say it to me? He said, you're not me, son. He said, in front of all them people, he said all them things, all them nasty words, all them things. He said, let them come to me and tell me. Si Ali désire la paix, Frazier, le cœur plein de rancune, n'est pas prêt à la lui offrir. Le lien qui les unissait semble définitivement brisé. Joe arrête sa carrière le 3 décembre 1981. Ali, 8 jours plus tard. L'état de santé de The Greatest se dégrade très rapidement. Atteint de la maladie de Parkinson, il peine à cacher ses tremblements. Le temps vient à bout des combattants les plus robustes. On croit à une première réconciliation en 1988. Dans un documentaire consacré aux champions des années 70, les anciens rivaux se taclent gentiment, allant même jusqu'à faire semblant de vouloir remettre ça une 4e fois. Ali est déjà très affaibli et ses cris d'autrefois sont des murmures. L'ambiance est bon enfant. Du moins, c'est ce qu'on croit. En réalité, Frazier est encore et toujours rongé par la haine. Lui vit seul à l'arrière de sa salle de boxe dans l'indifférence générale, alors que le nom d'Ali, lui, est passé à la postérité et brille parmi les légendes du XXe siècle. La jalousie aurait-elle changé de camp ? En 1996, dans son autobiographie, c'est au tour du boxeur de Philadelphie de tenir des propos orduriers à l'encontre de celui qu'il continue d'appeler Cassius Clay.
Joe va même jusqu'à déclarer que la maladie de Parkinson dont il souffre est une forme de punition divine. I'm just proud to let them see the stuff that they said and how much damage I've done to this man, but mind and body. Let them see. Les gens me demandent si je le plains. Non. Le fait est que je m'en contrefous. On veut que je l'aime, mais je creuserai sa tombe et enterrerai son cul lorsque le Seigneur décidera de venir le chercher. Autre vacherie de ce genre, quand Mohamed Ali allume la flamme des JO d'Atlanta en 1996. Joe, what do you think about Ali lighting the torch? He said, I think he should be pushed in the flames, And I said, Pop, you want me to? He said, yes, I do. Ses proches le supplient de tourner la page, mais Frazier est tellement consumé par la haine qu'on la retrouve même sur son répondeur téléphonique, une référence au célèbre poème d'Ali. Pas vraiment le plus beau des hommages. My name is Smoking Joe Frazier. Sharp as a razor. Yeah, float like the butterfly, sting like the bee. I'm the man and the job, look and see. Call me. Bye-bye. Heureusement, le temps adoucit les mœurs. Même si on ne les reverra jamais s'excuser publiquement face à face, les deux champions feront un pas vers l'autre au cours du nouveau millénaire. Chacun de leur côté. En 2000, Frazier tend la main à Ali, ses fans et sa famille en s'excusant. Un an plus tard, ce dernier, dans une interview au New York Times, reconnaîtra une nouvelle fois ses torts. En un sens, Joe a raison. J'ai dit beaucoup de choses que je n'aurais pas dû dire. Je m'en excuse. Je suis désolé. J'aime Joe Frazier. Ensemble, nous étions un spectacle magnifique. Un show formidable, oui. On regrette juste qu'il soit parfois allé trop loin. Mais sans cela, aurions-nous assisté à une telle rivalité? Certainement pas. En 2011, Frazier succombe à un cancer du foie. The Greatest, bien que très affaibli, fait partie du comité restreint lors de ses funérailles à Philadelphie. Il lui rend un dernier hommage. Le monde a perdu un grand champion. Je me souviendrai toujours de lui avec respect et admiration. Ali meurt 5 ans plus tard, le dernier du trio des géants de la boxe du XXe siècle. Avec cette embrouille, disparaît ce qu'il restait de l'âge d'or des poids lourds. Une époque bénie, à jamais gravée dans la légende. Ali et Frazier, c'est l'un des plus grands affrontements sportifs de l'histoire, sur et en dehors du terrain. Si les deux hommes ont su donner le meilleur sur le ring, ils ont aussi montré le pire en dehors. C'est aussi la mise en symbole de deux sportifs, comme deux visions de l'Amérique à une époque où elle était plus divisée que jamais. Elle met également en lumière une face plus sombre d'Ali, assez méconnue aujourd'hui, celle d'un homme prêt à blesser ses adversaires au plus profond de leur être, simplement pour prendre un ascendant psychologique. Smoking Joe ne s'en est jamais vraiment remis. Il savait que c'était du théâtre, mais les mots d'Ali sont allés trop loin pour ne pas laisser de séquelles. Le nom de Frazier, bien qu'élevé au panthéon de la boxe, ne trouvera jamais la même résonance dans l'histoire que celui de son illustre rival, sauf peut-être à Philadelphie. Philly, la ville des underdogs, dont le Frazier du Thrilla et Manila est peut-être le plus beau représentant. Courir sur les marches du Philadelphia Museum of Art ou frapper dans des carcasses de bœuf, cela ne vient pas de nulle part. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'aperçoit comme un clin d'œil peu avant le combat entre Rocky et Apollo Creed. Malheureusement, contrairement à son alter ego de fiction, Frazier n'est jamais parvenu à sortir de l'ombre de son charismatique adversaire. Plus que quiconque, Smoking Joe a souffert de l'aura démesurée de Mohamed Ali. Malgré lui, il a contribué à le faire rentrer encore plus dans la légende. Mais que faire face au Greatest? Peut-être le meilleur de tous les temps. Un expert incontesté de la joute vocale. Un champion des mots qui blesse. Un maître, finalement, dans l'art de l'embrouille.